19h. Yorana, merci d'être avec nous. Voici les titres. Augmenter la fiscalité pour dégoûter de boire ou de manger trop sucré. Le gouvernement y croit. La taxe est désormais de 11% et concerne 3000 produits. Peut-elle changer les comportements des consommateurs? Pas si sûr, vous allez le voir. Faire ses courses en quelques clics, une pratique bien confortable qui trouve son public au Fénois. Plus d'une dizaine de consommateurs l'adoptent chaque jour dans les grandes surfaces disponibles, mais elle coûte légèrement plus cher. Le statut du marin-pêcheur mis à jour 12 ans après son instauration. La nouvelle mouture permet aux 470 salariés du secteur de bénéficier d'une couverture sociale adaptée. Une facture de 700 millions de francs pacifiques pour le gouvernement. Le centre de transfusion sanguine n'est plus sur la corde raide, mais des poches de sang manquent encore. Alors les Polynésiens sont appelés à faire un geste. Xavier Chambard nous dira pourquoi. Il est l'invité de ce journal. Et enfin, Jean-Marie Le Pen, figure de l'extrême droite française, est décédé. Adulé par certains, conspué par d'autres, l'homme n'aura jamais réussi à percer dans les Outre-mer. Mais d'abord, c'est une histoire qui se termine bien pour un groupe de 10 touristes américains partis en randonnée cet après-midi à Papara. 6 d'entre eux se sont retrouvés bloqués au fond d'une vallée après avoir été surpris par la crue. Âgés de 16 à 17 ans, ils ont été secourus par les pompiers de Tevayuta et sont donc sains et saufs. Raihay Nadjarian et Sandro Lee se sont rendus sur les lieux. Bonsoir Eyata, et bien sachez qu'à l'heure où je vous parle, ça y est, les touristes sont rentrés donc sains et saufs à leur logement. Ils ont été retrouvés aux alentours de 5h30 et donc aucun accident n'est à déclarer. Je vous propose tout de suite d'accueillir notre invité Gaston Tounoua, donc qui a été donc au cœur des recherches. Gaston, Yorana. Yorana. Avant tout, je voudrais souhaiter bonne année et Yorana Temotediapi à toute la population de Polynésie, ainsi à toutes les personnes qui ont œuvré, qui travaillent encore pour sauver nos populations, nos peuples. Alors Gaston, comment s'est passé les recherches? Bon, écoute, aujourd'hui, il y avait eu des 10 personnes qui se sont portées disparues. Donc, sur les 10 personnes, grâce à des 4 personnes qui n'ont pas pu continuer, parce qu'il y avait des jeunes aussi, en dessous de 22 ans. Il y avait des jeunes aussi en dessous de 22 ans. Le plus jeune, il avait à peu près 16-17 ans. Et donc, le reste, c'est des personnes au-delà de la cinquantaine. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ils ont décidé de revenir. Et lorsqu'ils sont revenus, tout ça, ils ont vu que les jeunes n'allaient pas revenir. Puis, ils ont appelé le 18, qui ont vers 15h passé. Et puis, le centre de secours de Papara a été sollicité pour pouvoir mettre à disposition des pompiers pour rechercher ces personnes-là et aussi pour aller les récupérer. D'ailleurs, je voudrais remercier les pompiers de Papara. Les pompiers de Papara avec la police municipale de Papara et la gendarmerie, parce qu'ils étaient là pour pouvoir porter secours à toutes ces personnes. Donc, fort heureusement que dans cette situation-là, parce qu'il y avait eu une crue qui était importante, ils se sont arrêtés pour pouvoir attendre un peu que l'eau, cette crue puisse abaisser. Donc, fort heureusement. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les pompiers sont arrivés, ils ont essayé de faire travailler toutes ces personnes-là qui a une durée au moins d'une heure et demie pour arriver à la cascade. Parce qu'ils se sont permis d'aller sur le Google Maps et trouver un randonnée, donc de trouver des cascades. Et donc, comme c'était pas loin de leur logement, ils habitent juste au PKK 34, et nous on est ici au PKK 33. Et donc, ils se sont permis d'aller sur Google Maps et puis pour trouver cet endroit. Ils sont allés sans savoir sur notre situation météorologique. Donc, il y avait eu la pluie cet après-midi qui tombait des cornes, quoi. Donc, c'est ça qui a fait que, heureusement, que toutes ces personnes-là ont été retrouvées sains et saufs. Ce sont des touristes américains. Merci beaucoup, Gaston Tounoua, pour toutes ces précisions. Voilà donc, Ayata, plus de peur que de mal pour ces touristes américains qui s'en sortent finalement plutôt bien. Une histoire qui se termine bien. Des sucreries aux saveurs variées, un goûter déjà tout prêt. Leur point commun, la TVA à 16% depuis le 1er janvier. La taxe augmente de 11% avec la bénédiction de la majorité des élus à l'Assemblée au nom de la lutte contre l'obésité et les autres maladies liées au sucre. Une augmentation considérée comme brutale par certains qui regrettent l'absence de prévention. On voit cela avec Lucille Guichet et Hubert Liao.
Dans cette épicerie, la gérante est en train de modifier ses prix. La TVA passe de 5 à 16% sur tous les produits sucrés et pas seulement les sodas ni les biscuits, mais aussi certaines confiseries chinoises ou gâteaux artisanaux en fonction de leur teneur en sucre. Auparavant, je vendais à 350 le paquet de biscuits et aujourd'hui, il passe à 420. Je suis informée à l'avance par mes fournisseurs. Dès la réception de marchandises, je vois la facture. Et automatiquement, la TVA s'applique sur certains de leurs produits. Mais dans les rayons, les consommateurs n'ont pas encore changé leurs habitudes, même si les boissons sans sucre ne sont pas concernées par cette augmentation. 400 francs maintenant la bouteille de cocaïne. Et avant, c'était combien 360. Vous allez quand même en acheter? Oui, tout le monde s'en cherche, donc c'est à boire, c'est bon. 3000 produits sucrés sont concernés par cette augmentation de TVA. Mais tous les commerces ne l'ont pas encore répercuté. Question de logistique, le temps de changer l'affichage des prix. La Fédération générale du commerce juge cette hausse brutale. On aurait voulu que peut-être le gouvernement dise on va en même temps réouvrir la maison du diabétique, faire de la prévention, l'information dans les écoles, dans les familles. Mais non, c'est assez brut. Cette augmentation de TVA vise à dissuader les consommateurs d'acheter des produits trop sucrés et à changer les mauvaises habitudes alimentaires. Exit les magasins bondés, les files d'attente interminables ou le parking complet. Faire ses courses en ligne offre une véritable commodité. Ce modèle d'achat trouve son public, des consommateurs en quête de temps et d'argent. On évite les écarts ou les tentations aussi, même si le panier final coûte légèrement plus cher. Les explications de Rowan Potourou et Jérôme Lee. Faire ses courses en ligne en quelques clics, c'est désormais possible aux Finnois. Cette formule a déjà ses adeptes. Plus de files d'attente aux caisses. La commande est rapidement exécutée. Ça nous facilite aussi le travail pour éviter qu'on descende, surtout moi où je viens de Tupoué. Comme ça, on peut commander en ligne, qu'on puisse être livré sur le bateau et arriver à destination à Tupoué. C'est un gain de temps, surtout entre midi et 2. Tu peux, durant ta pause au travail, tu passes commande et puis tu as juste à la récupérer quand tu rentres à la maison. De 4000 produits à 10 000 aujourd'hui, le service est rapidement développé. Un panel varié qui permet de satisfaire à toutes les demandes. En quelques minutes, le caddie est prêt. Il ne reste plus qu'à charger dans les boxes de réception. On a commencé l'année dernière au mois d'avril et ça commence à monter crescendo, donc ça va, les clients sont satisfaits, certains clients sont satisfaits. Même les îles? Oui, surtout les îles. J'ai des commandes de Rangiroa, de Manihi, de Kaukura, même des marquises. En termes de conditionnement, tout est prévu. Le système entièrement robotisé gère toutes les commandes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On gère 3 températures. Donc il y a le froid négatif pour tout ce qui est surgelé, le froid positif pour les produits frais et aussi la température ambiante donc pour tout ce qui est produit de grande consommation. Et ce robot il va venir décider donc, les paniers dans lesquels on va mettre quel type de produit pour les placer en fonction de la température. C'est vraiment un choix qu'on offre à nos clients, un choix de commander et de fonctionner un petit peu différemment. Il n'est pas exclu qu'à l'avenir, on déploie ce système sur d'autres sites, mais aujourd'hui déjà, on a 3 sites solides et on souhaite les faire fonctionner et on souhaite monter en puissance. Faire ses courses en ligne engendre bien sûr des frais supplémentaires pour le service fourni. Il est minime, moins de 5% sur la commande. En tout cas, des modifications tarifaires sont en cours pour les réduire au plus bas. Dès la fin du mois, les marins de la pêche hauturière changent de statut. Ils bénéficient d'une couverture sociale adaptée aux réalités du terrain, dixit le ministère de tutelle. Critiqué par l'opposition à l'Assemblée de la Polynésie lors de son examen, le texte fédère aujourd'hui syndicats, gouvernements et armateurs. Et la facture s'élève à 70 millions par an pendant 10 ans pour le pays, qui prendra en charge les cotisations patronales sur les salaires supérieurs au SMIG. Les explications de Shkita Teiva et Sandro Lee. Qu'il vente ou qu'il pleuve, par tous les temps, les marins pêcheurs exercent un métier difficile. Si les jeunes recrues ne se posent pas trop de questions pour le moment, les anciens savent que la profession ne fait pas de cadeaux. Le boulot qu'on fait, le soir, le matin, on ne dort pas. On dort 2 heures, 3 heures par jour.
C'est dur aussi. Alors, après, à dire qu'on gagne bien. Pour moi, on ne gagne pas bien. Pas assez. Pas assez. Et il n'y a pas aussi, comment on dit ça, on n'a pas de prime de pénibilité, d'éloignement. La première réforme adoptée en 2013 par l'Assemblée, basée sur le salaire plancher à 95 000 francs, ne permettait pas aux professionnels de la pêche hauturière et côtière d'avoir une couverture sociale en cas d'accident de travail et une retraite décente. Ce vide juridique est comblé dans le nouveau statut, moyennant un salaire de base déclaré à la CPS de 200 000 francs pour un marin pêcheur, 300 000 pour un mécanicien et 400 000 pour un capitaine. Une réforme délicate qui a nécessité plusieurs mois de discussion. C'est surtout apprécier l'équilibre financier de cette catégorie de pêche hauturière, de négocier en fait avec les patrons de pêche, mais également le syndicat des marins, sur une durabilité de la filière. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement, le pays, va venir en soutien financier sur ces cotisations sur une période de 10 ans. La structuration même de la rémunération du pêcheur, qui touche 40% de la recette du bateau, fait qu'on ne pouvait pas se permettre de prendre en charge les cotisations sociales du côté patronal et du côté salarial aussi, sur du réel. Côté armateur, effectivement, au-delà des charges sociales que cette réforme va entraîner, les dépenses et taxes parallèles ne cessent d'augmenter. Les charges portuaires d'ailleurs qui ont augmenté, je crois, de 13% entre le 31 décembre 2024 et le 1er janvier 2025. Et donc du coup, il y a d'autres augmentations aussi, les charges d'entretien, réparation qui ont augmenté. Et donc tout ça fait que, additionné l'un dans l'autre, notre activité va quand même devenir assez difficile. Le gouvernement s'est engagé à sortir dans les prochains mois un statut spécifique pour la pêche côtière. Mais d'ores et déjà, la nouvelle réforme devrait conforter les 470 marins pêcheurs hauturiers en activité et encourager les jeunes à prendre la relève. Au chapitre santé, maintenant, le centre de transfusion sanguine appelle toujours aux dons. Les fêtes de fin d'année n'ont pas épargné les stocks. Entre les accidentés de la route et les malades, il faut pouvoir répondre à la demande. D'autant que le CTS est le seul à fournir l'ensemble des structures hospitalières du Fénois. On en parle avec vous, Xavier Chamillard, Yorana. Merci d'être sur Polynésie la Première ce soir. Vous êtes le chef par intérim du centre de transfusion sanguine du CHT. Je le disais, le CTS n'est plus dans un état critique, mais vous êtes dans ce que vous appelez dans la tranche inférieure. Ça veut dire qu'il n'y a toujours pas assez de donneurs? En fait, on définit un peu nos besoins en fonction du nombre de produits qui sortent tous les jours. Voilà, donc à la fin de l'année, on a eu plus 20% de sorties de produits sur les 15 derniers jours, ce qui fait plus de 100 produits. Donc on a été obligé de faire un appel sur l'ensemble des médias de Polynésie. Et cet appel a bien fonctionné, on a eu pas mal de donneurs qui sont venus. Et là, on est toujours un peu dans la tranche inférieure, c'est-à-dire que ça représente, notre stock actuel représente à peu près 20 jours de consommation. Voilà, c'est entre 15 et 20 jours. C'est mieux quand on est au-dessus de 20 jours. Voilà. Et ces poches de sang durant les fêtes de fin d'année, elles étaient destinées à qui principalement ? Alors, on a eu un peu tous les besoins en matière de transfusion sur le territoire, à la fois des accidentés de la route, des hémorragies à l'accouchement, des patients qui avaient une chirurgie hémorragique, toutes ces situations. Et aujourd'hui, donc, le stock actuel permet au centre de transfusion sanguine de tenir 10 jours. Ouais. Pour être confortable, il faudrait entre 100 et 150 poches supplémentaires. Comment on fait pour atteindre le quota? Alors, on a différents systèmes. On a un système d'envoi de SMS pour les gens qu'on connaît déjà. On a un système de phoning où on appelle directement les donneurs pour certains groupes, un peu les hauts négatifs, où on va les solliciter. Et après, il y a les appels, l'appel général, si on peut dire, qu'on vous sollicite, les différents médias, Polynésie la Première et d'autres télévisions ou radios. Et est-ce qu'aujourd'hui, la population reste toujours sensible aux dons de sang? Oui. Alors, on fait à peu près 100 collectes par an, 2 par semaine, où on va collecter 100 collectes mobiles, où on va collecter au plus près de la population, dans les mairies, les lycées, les universités, les entreprises.
où les gens sont très présents. Et puis aussi à l'hôpital, quand on a des besoins, les gens viennent assez volontiers. On vient de voir des images d'accidents, justement. Pour terminer, vous avez donc repris vos collectes à l'extérieur du CHPF cette semaine. Alors, on avait une collecte aujourd'hui à la mairie de Punayua et jeudi, on sera à la mairie de Maïna. Merci beaucoup, Xavier Chamillard, d'avoir été avec nous ce soir et merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que la Polynésie est complètement indépendante en la matière. N'hésitez donc pas à faire un don. La dépression tropicale faible continue sa progression. Ce matin, elle se situait à 2500 km à l'ouest de Tahiti. Elle devrait s'intensifier légèrement dans les prochaines 24 heures et atteindre le stade de dépression tropicale modérée. On fait le point avec Rowan Potorou et Jérôme Lee. Bonsoir Yata, justement nous sommes à Météo France pour suivre ce phénomène dépressionnaire. On va faire un point de situation tout de suite avec l'adjointe au responsable de Météo France, Fanny Dufour. Fanny, bonsoir. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce phénomène dépressionnaire? Donc actuellement, nous avons la zone de convergence du Pacifique Sud qui est bien visible sur cette image satellite, sur toute cette diagonale. Du sud des Samoa jusqu'au sud des îles Cook et des Australes. Et dans cette zone, on a la dépression tropicale faible TD03F qui évolue. Ce matin, elle était au sud de Niue et elle se déplace vers le sud-est. Donc ce matin, elle était à près de 1800 km à l'ouest de Rimatara et plus de 2000 km de Tahiti. Et son évolution va la maintenir à bonne distance de la Polynésie française. Au plus près, elle sera demain dans les 800 à 1000 km au large des Australes. À quoi on peut s'attendre par rapport à ce phénomène? Donc cette grande distance nous assure qu'il n'y aura pas d'effet direct, d'impact direct cyclonique. Par contre, on va avoir des effets indirects. Donc demain, on attend de la pluie qui pourrait être forte et localement orageuse sur les Australes, avec du vent, des rafales qui pourront atteindre 80 à 90 km/h. Et puis on a une houle longue avec des hauteurs de 3 à 4 mètres qui vont également arriver sur la région des Australes demain. Voilà, Yata, le point sur la situation, ce phénomène dépressionnaire. Il faut rester vigilant quand même par rapport aux effets de ce phénomène. Merci Rowan Potorou pour ce point depuis Météo France. Et dans le bassin pacifique, Alcide Ponga est élu président de la Nouvelle-Calédonie au lendemain d'une première tentative qui s'est révélée infructueuse. Le gouvernement a procédé à une nouvelle élection. Alcide Ponga a obtenu 6 voix sur 11. L'homme devient ainsi le 18e président du Caillou à 49 ans. Il est maire de Koaoua, issu d'une famille kanak non indépendantiste. Enfin, Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, est mort à 96 ans. Depuis son premier mandat en 1956 jusqu'à son dernier souffle, la figure tutélaire de l'extrême droite française aura profondément marqué la vie politique au rythme des provocations, des scandales et des coups d'éclat, mais aussi de percées électorales historiques. Mais dans les territoires d'outre-mer, il n'a jamais réussi à percer, contrairement à sa fille Marine. Le récit de Laïd Beritane. Jean-Marie Le Pen et les Outre-mer, une relation tumultueuse et complexe. 1987, son voyage en Martinique laissera des traces. L'avion du député européen est empêché d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport de Fort-de-France par des milliers de personnes. Une action vivement dénoncée par Jean-Marie Le Pen. Air France et le gouvernement français sont incapables de permettre à mon groupe parlementaire européen, à des députés et à une délégation d'une quarantaine de personnes de se rendre dans une ville française. 10 ans plus tard, toujours en Martinique, même déconvenu pour le fondateur du Front National, en escale avec son épouse pour l'île de Porto Rico, bousculade et échauffourée à l'aéroport du Lamentin. Jean-Marie Le Pen demandera le limogeage du préfet, sans résultat. 1985, la Nouvelle-Calédonie connaît ses premiers troubles. Le gouvernement Fabius ouvre la voie à un référendum d'autodétermination. En meeting à Nice, le fondateur du Front National s'oppose à tout changement de statut. La Nouvelle-Calédonie française. Nous la considérons comme le symbole, comme la frontière ultime
du recul des positions françaises et européennes. La décadence de la France ne passera pas par la Nouvelle-Calédonie française. Mes chers compatriotes, le déficit médiatique dont j'ai... Premier tour de l'élection présidentielle de 1995, c'est la campagne officielle. La martiniquaise Huguette Fatna, alors jeune militante du FN, lui pose la question sur sa vision des Outre-mer et de ses habitants. Sur leurs préoccupations principales. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Je suis martiniquaise résidant en métropole et je souhaiterais savoir si vous considérez les habitants des départements et territoires d'outre-mer comme des Français à part entière. Évidemment. Il y a cependant à cela une condition pour laquelle je me bats, c'est que la France ne se dissolve pas dans l'Europe et reste indépendante et souveraine pour qu'elle puisse appliquer le principe « les Français d'abord ». En 2001, Jean-Marie Le Pen se rend à Mayotte. L'accueil au Conseil général est plutôt froid. Le président du département, Younoussa Bamana, se fait porter pâle. Le leader du Front National sera tout de même accueilli par les habitants de Msahara, au nord de Mayotte, dans une ambiance bon enfant. Campagne présidentielle de 2002, Jean-Marie Le Pen est au second tour face à Jacques Chirac. En déplacement à La Réunion, 1 millier de collégiens et lycéens manifestent dans les rues de Saint-Denis et Saint-Pierre contre sa venue et pour faire barrage au Front National. Si Jean-Marie Le Pen n'a jamais vraiment percé en Outre-mer, il n'en est pas de même pour sa fille Marine. La candidate du Rassemblement national est arrivée en tête au second tour de la dernière présidentielle en Guadeloupe, Martinique, Guyane et Mayotte. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Voici un rappel du principal titre développé ce soir. La TVA sur les produits sucrés est applicable officiellement depuis le 1er janvier. Elle augmente de 5 à 16%. Dans la pratique, peu de commerces ont encore changé leur prix. Cela leur demande un peu de temps. Une augmentation considérée comme brutale par certains sans aucune politique de prévention. À la une de Tahiti Info, demain, Moïse Bruderson revient sur une taxe, sur une fiscalité plus équitable. Sur vos écrans après ce journal, la série SWAT et All Rise. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet